Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à tous et tous, merci de rester fidèles à la radio-télévision Isanganiro et bienvenue à cette émission Mosaïque. Aujourd'hui, c'est pour parler de la gestion des sociétés para-étatiques avec un zoom sur l'Office national des télécommunications, ONATEL en sigle. Il s'agit d'une entreprise publique de téléphonie mobile et fixe à caractère commercial qui connaît un problème de gestion depuis un bon bout de temps. Selon un constat de la ministre Chantal Nijimbere au 19 novembre, Chantal Nijimbere chargée du ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias, le chiffre d'affaires de l'ONATEL avait connu une baisse de 50% en 4 ans, passant de 10 milliards de francs burundais en 2015 à 5 milliards de francs en 2019. Et curieusement, la masse salariale de cette entreprise a augmenté de 240%, passant de 90 millions à 300 millions de francs burundais. Novembre 2020 encore, le Premier ministre burundais a rendu visite à l'office. Il a constaté un endettement de 117 milliards de francs burundais jusqu'en 2019. Et sur le champ, il a intimé l'ordre de suspendre tous les contrats ou partenariats jugés inutiles, en vue de voir comment redresser la situation. Au mois de juillet 2021, les travailleurs ont observé un sit-in pendant une trentaine de minutes devant les bureaux de l'office. Ils protestaient contre le non-paiement de salaire qui venait de durer des mois depuis fin mars de l'année en cours. Mais alors, qu'est-ce qui serait à l'origine de l'instabilité économique pour certaines sociétés parapubliques et pour le cas d'espèce à travers cette émission Mosaïque? Comment se porte aujourd'hui la situation au sein de l'ONATEL? Quels sont les défis et qu'est-ce qui devrait être fait pour les surmonter et pour l'intérêt et de l'ONATEL et des employés, mais aussi pour l'État burundais? Sur le plateau, nous sommes avec 3 invités. Anissé Nyonguru, vous êtes le secrétaire permanent au ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. Et je salue tous les téléspectateurs de la radio-télévision Isanganiro et je souhaite beaucoup de courage à tous les employés des sociétés en difficulté. Prime Samutoto, vous êtes un des membres du conseil d'entreprise au sein de l'ONATEL. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et je remercie aussi la radio-télévision Isanganiro de nous avoir accordé l'espace pour exprimer nos difficultés. Et puis nous sommes avec vous, Faustin Ndikumana. Vous êtes le directeur national de l'ONG PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Bonjour et bienvenue. Et bonjour et merci de nous avoir invités. Je m'adresse d'abord à vous, Prime Samutoto, président, un des membres du conseil d'entreprise au sein de l'Office national des télécommunications, ONATEL en sigle. La situation, elle est comment? La situation financière qui prévaut à l'ONATEL, qu'est-ce qui vous a mis dans un mouvement de protestation un jour J, je ne me rappelle pas bien, un jour J, au mois de juillet? La situation d'abord, au sein de l'ONATEL, la situation financière, elle est comment? Prime Samutoto. Merci encore une fois. Parler de la situation en général de l'ONATEL, c'est parler un peu de l'histoire des télécommunications au Burundi. L'ONATEL est une entreprise à 100% étatique, a exercé depuis longtemps le monopole dans le secteur des télécommunications, voire dans les années 1950. 1950, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est connue de la concurrence. Le problème, les éléments ont commencé
les personnes, beaucoup de monde ne le savent pas bien, a commencé dès 1990. Le problème commence en 1990. Oui. Comment le gouvernement du Burundi a voulu introduire la téléphonie mobile à côté de la téléphonie fixe au Burundi et il a mal apprécié. En prenant une décision... Une téléphonie mobile publique ou privée 1990. Il a voulu introduire la téléphonie mobile au Burundi sous son initiative. Donc, public. Non, d'abord sous son initiative. D'accord. Il n'avait pas encore décidé quel sera le gestionnaire de cette téléphonie mobile. D'accord. Au lieu que son entreprise publique soit le gestionnaire direct de la téléphonie mobile introduite au Burundi pour la première fois, il a décidé plutôt que l'ONATEL participe aux côtés de Telcel Zaïre à la hauteur d'$1 million en 1992. La téléphonie mobile est née au Burundi sous la société Telcel Burundi avec les actionnaires ONATEL Burundi et Telcel Zaïre. Alors, ce Telcel Burundi, les gestionnaires étaient choisis avec le partenaire majoritaire qui était Telcel Zaïre, avec d'autres opérateurs tant nationaux que l'ONATEL. Et la première heure, le DG de l'ONATEL et le DT technique de l'ONATEL ont été respectivement président du conseil d'administration et membres du conseil d'administration. Non, tous les deux étaient nommés membres du conseil d'administration de cette nouvelle société. Alors les intérêts de l'ONATEL jusque-là... Quelqu'un de l'ONATEL et quelqu'un de Telcel Zaïre. Deux de l'ONATEL. Deux de l'ONATEL. Et respectivement DT général et DT technique. Et les autres membres venant, je ne sais où. Alors, les intérêts de l'ONATEL alors ont commencé à être mal représentés. Depuis là, avec $100 millions libérés entièrement, il n'a que décidé d'être... Le gouvernement a constaté que finalement, il s'est trompé. Il a décidé de retirer son actionnariat en 2003. Ça veut dire combien d'années? 13 ans après. 13 ans après, sans le tour de dividende. Vous comprenez? Alors, il a commencé alors à créer son initiative, sa téléphonie mobile ONAMOB, filière de la téléphonie fixe ONATEL. Jusque-là... 100% étatique cette fois. 100% étatique, ONATEL fixe, ONATEL mobile. En 2003, le mobile est lancé officiellement en août 2005, avec 51 sites. Et là, ça marchait bien, avec d'autres concurrents à côté, qui étaient Telcel, qui était devenu systématiquement Léo, aujourd'hui Econet. Puis Ucom. Telcel, Ucom, Léo, Econet Léo et Econet. Et aujourd'hui, Lumitel. Lumitel, c'est notre société à côté. Donc, tous les trois. Ça fait deux déjà. Alors, le Burundi a connu dans son ensemble. Africell, je sais pas. Le Burundi, sous sa superficie de 27 000 km, a connu à l'époque 5 téléphonies mobiles privées, 100% privées, et y compris l'ONATEL fixe et mobile public. Alors vous comprenez? Une seule téléphonie mobile publique contre 5 téléphonie mobiles privées multinationales. Là, les gens ne comprennent pas. Il y a sérieusement un problème. L'ONATEL, qui formait ses ingénieurs, il partait un à un dans les entreprises privées multinationales. Pour être payé. Pour être mieux payé et partir avec le secret réellement de l'ONATEL et développer des sociétés concurrentes, privées, multinationales. Quand je dis multinationales, ça s'est réalisé plus tard, le problème de gestion des devises.
L'ONATEL ne pouvant pas travailler correctement face à cette innombrable de sociétés multinationales, car le Burundi a connu des crises de devises, notamment via le guichet unique de la Banque centrale. L'ONATEL, en certain moment, il a croisé les bras, il n'a pas pu investir. Mais le gouvernement, successivement, en 1994, a pris la décision, finalement, d'ouvrir le capital de l'ONATEL au privé. Ça n'a pas réussi. En 1994 déjà, sous le décret de Monsieur Excellence le Président Tibantou Nganya. Vous voulez dire qu'il y a eu volonté de privatisation de l'ONATEL qui n'a pas abouti. La téléphonie mobile. Non, l'ONATEL en général. Ouvrir une partie de l'ONATEL au privé pour qu'il soit une société de part étatique à une société mixte. Quelle partie précisément? Quelle partie? En 1994. Téléphonie fixe ou téléphonie mobile? La téléphonie mobile n'était pas encore. C'était seulement la téléphonie mobile Internet. Okay. Ça n'a pas abouti. Une autre erreur d'appréciation. En 1997, le gouvernement a mal apprécié sur le vocable libéralisation et restructuration. On a crié au effort, ne libéralisez pas le secteur avant la restructuration de l'entreprise publique pour qu'il soit réellement une entreprise mixte. À partation d'une part, sans majorité des privés. Mais je reste toujours sur ma soif. Quand est-ce que vous allez arriver à aujourd'hui? J'arrive. Aujourd'hui. Je vous dis, libéraliser, restructurer. Le gouvernement a préféré libéraliser le secteur sans restructurer son entreprise publique. Les histoires de marché public, les histoires de devises sur le guichet unique de la Banque centrale, car les multinationales, il va directement acheter pour les comptes pour l'investissement. Alors, l'investissement pour le privé, il allait vite tant que l'ONATEL traîne les pieds jusqu'à voler son expertise. En 1999, il y a une nouvelle technologie. Avancez un peu vite pour que en 2009, la parole à d'autres intervenants. En 2009, c'est l'historique. En 2009, le gouvernement décide encore une fois un nouveau décret de privatiser une partie de l'ONATEL en janvier 2009. Jusqu'à commander une étude via la Banque mondiale qui a coûté 1,3 million de dollars. Et les études ont arrivé à un rapport en 2012 qui est sous les tiroirs. À l'ONATEL, on aimerait toujours voir ce qui a empêché à mettre en œuvre ce rapport commandé et on le saura. Mais qu'est-ce qui vous fait arriver aujourd'hui à un endettement de 117 milliards de francs burundais? C'est juste que seulement en 2019, nous sommes déjà en 2021. Le gouvernement qui décide de privatiser, il décide en même temps d'arrêter les investissements. Ah oui. Donc là, vous comprenez que vous arrêtez les investissements, mais vous continuez à tourner tant bien que mal. Les dépenses ne vont pas s'arrêter, mais les nouveaux services à valeur ajoutée ne vont pas s'y ajouter tant que de côté les concurrents et innovent toujours. Vous parlez de le gouvernement arrête les investissements, les vrais responsabilités, c'est le gouvernement de façon générale, ou c'est l'ONATEL, ou c'est le ministère de la Communication, des technologies de l'information et des médias. La responsabilité, c'est où? Dans un premier temps, ce sont les mandataires publics qui ont été mandatés par le gouvernement à travers la direction générale et la tutelle qui va présenter des dossiers au Conseil des ministres pour finalement décider rapidement arrêter l'hémorragie. Et actuellement, à l'heure actuelle, est-ce qu'on va parler de faillite, une société publique en faillite? Comptablement, l'ONATEL est déjà en faillite. Déjà en faillite. Monsieur le secrétaire permanent au ministère de la Communication, des technologies de l'information et des médias, Anissé Nyong'o. ONATEL est en faillite.
Bon, je dirais que l'Onatel est en difficulté. Difficulté, L'Onatel se trouve en difficulté. Difficulté, pas faillite. Il faut m'écouter. Vous allez me faire dire ce que... Non. Il faut écouter ce que je dis. Je dis que l'Onatel se trouve en difficulté. Cette difficulté, si elle ne trouve pas de solution, l'Onatel peut tomber en faillite. Si ces difficultés-là trouvent des solutions, l'Onatel peut remonter. Et je vais dire pourquoi en fait, la cause profonde de la chute de la chute est à son niveau de l'Onatel avec des revenus qui descendent, qui ne montent pas. Donc, il y a eu cette tentative de privatisation qui n'a pas abouti, bien sûr, comme M. Samoutoto vient de le dire. Et cette tentative de privatisation a causé des problèmes de fonctionnement pendant un certain moment à l'Onatel. Et ensuite est venu le projet ONAMOB. Le projet ONAMOB qui, pour moi, n'a pas été bien étudié, bien sûr, a causé des problèmes énormes. Et les revenus escomptés au niveau de la signature du contrat entre l'Onatel et la société chinoise Huawei, les prévisions ont été mal étudiées, les prévisions par rapport aux entrées, bien sûr. Et l'Onatel qui pensait, selon l'étude et selon le projet qui avait été signé, et qui pensait qu'il y aura des entrées de plus d'1 milliard par mois, presque 1,5 milliard par mois, et l'Onatel n'a enregistré que entre 178 millions et 250 millions de francs par mois, au lieu de 1,5 milliard escompté dans le projet. Et voilà, donc à un certain moment, même vous êtes une personne, si on vous promet, vous aurez un salaire de 1,5 million, et vous allez contracter peut-être de quelque part, et vous faites votre planification de dépenses, et au lieu de 1,5 milliard, on vous donne un salaire de 250 000. Donc au lieu de 1,5 million de salaire promis, vous avez 200 000. Comment est-ce que vous allez gérer ça? Ça devient un problème. Et l'Onatel s'est trouvé dans ce problème-là. De telle façon que les entrées qui s'estiment entre 178 millions et 250 millions par mois tombent dans un, je dirais, c'est pas dans un trou, mais dans le paiement, dans le remboursement d'une dette contractée à la Banque Obu. Ça tombe, tout cet argent-là tombe dedans. Et maintenant, le projet ONAMOB fonctionne comment? Ça devient, en fait, c'est ça qui a causé un problème sérieux, parce que l'argent qui fait fonctionner ONAMOB, c'est-à-dire pour les sites, pour faire fonctionner les sites, c'est-à-dire les antennes et les infrastructures connexes. Ça s'appelle des sites. Et ça a besoin du carburant, beaucoup ont besoin du carburant, beaucoup ont besoin des entretiens divers, et beaucoup ont besoin, bien sûr, de l'énergie qu'on paie à la régie des eaux, du carburant qu'on paie, de transport pour aller alimenter. Et tout ça, c'est de l'argent qu'on dépense. Je peux vous dire un peu les dépenses qui se font à l'Onatel, mais dont on n'a pas de retour. 2018. Donc, 2018, depuis la création du projet, depuis la mise en application ou la mise en œuvre du projet ONAMOB, c'est seulement des descentes, c'est seulement des chutes de revenus. C'est-à-dire... 2003, 2005. Je peux vous donner des exemples de 2018. Depuis là. De 2018 à 2021, maintenant, je peux vous dire les sorties, donc, qui viennent d'autres ressources de l'Onatel. Donc des dépenses qui se font pour faire fonctionner l'ONAMOB, mais l'argent qui doit provenir ailleurs. 2018, plus de 2 milliards 600 millions. 2018. Une année. Je te dis les dépenses d'une année, ça fait 2 milliards, plus de 2 milliards. En 2019, plus de 3 milliards 300 millions. Et en 2020, environ 6 milliards. 6 milliards. Et maintenant, environ 5 milliards. Donc, ça, ce sont des dépenses qui ne sont, je dirais,
qui ne sont recouvrés nulle part. Et tout l'argent qui provient du fonctionnement de l'ONAMOB tombe, et les frais de fonctionnement, que ce soit les frais de fonctionnement de l'ONAMOB, les dépenses connexes, l'allocation des pylônes. Sans vous couper la parole, monsieur, tout ça, c'est... Sans vous couper la parole, monsieur Anissé Nyonguru, les sociétés commerciales de téléphonie mobile privées sont portées financièrement bien. Et une seule entreprise de l'État, qu'est l'Onatel, affiche un déficit qui monte en tête de flèche. Vous le dites vous-même. Est-ce que vous trouvez ça normal, monsieur? Non, ce n'est pas normal, mais ce n'est pas normal, mais il fallait. Donc, vous voyez le problème, le problème technique, par exemple. Les sociétés, prenons les sociétés qu'on appelle la plus petite société de la téléphonie mobile, l'opérateur télécom. Prenons Smart, par exemple. Il a 150 sites. Prenons la société Econet Léo. Il a 450 sites. 450 sites au niveau national, 150. Et puis pour Lumitel, il a 600 sites. Et Onatel 50 sites. Non, il y a eu investissement. Il y a eu investissement à côté d'environ, je pense, 3 millions de dollars. Il a 150 maintenant, 150 sites. 150. Donc il est égal à Smart. Mais Smart, lui, investit beaucoup dans les centres urbains à Bujumbura. Et comme l'ONAMOB se veut une société citoyenne, au lieu d'être une société commerciale, donc concurrentielle vis-à-vis d'autres sociétés, elle implante un peu partout. Donc, alors, qu'est-ce qui empêche que ONAMOB soit concurrentiel par rapport à Econet Léo, par rapport à Smart, par rapport à Lumitel, etc. Il y a eu cette hésitation-là, donc il a fallu un investissement pour reconstruire autant de sites. Parce que l'Onatel, maintenant, pour qu'il y ait des réseaux, pour que les membres de l'Onatel soient joignables, il a essayé de louer encore 50 pylônes de plus en location. Mais vous voyez, quand vous louez une pylône, l'infrastructure qui se trouve en haut, il lui faut 4 mètres en bas. Et environ, s'il y a quelqu'un qui a installé son environ 4 mètres, et finalement, ce que vous installez sur la pylône n'est pas opérationnel parce qu'il y a des montagnes, des maisons, tout ça. Maintenant, il y a un problème sérieux, le problème qui est là, il fallait réinvestir au niveau de l'infrastructure, de l'Onatel. Et quel sera le sort des employés de l'Onatel? Ça fait longtemps, donc ils ne sont pas payés actuellement. Depuis au-delà du mois de mars, je ne sais pas. Nous sommes en train d'étudier. Au-delà du mois de mars 2021, ils ne sont pas encore payés. Nous allons mettre 5 mois, c'est pas rien. Oui, on comprend, mais avec les chutes. Plus de 4 mois. Avec les problèmes de revenus pareils, qui n'est pas lié en fait. Même n'importe quel génie de gestion, s'il venait et que vous avez des chutes de plus de 5 milliards par an, vous avez des problèmes, il y en a. Mais nous allons proposer une étude que nous avons faite pour le redressement de l'Onatel, qui va être bientôt discutée au niveau du Conseil des ministres, pour relever cette société para-étatique, qui est en fait une société qui est la seule société en téléphonie fixe jusqu'à présent. On va y arriver peut-être bientôt. Faustin Dikoumana, directeur national de Parsem, Parole et Action pour le réveil de conscience et l'évolution des mentalités. Votre analyse. Vous êtes président de Parsem, en même temps économiste, analyste. Bon, je crois que la situation a été bien décrite. Parler de difficultés, pas de faillite pour l'Onatel. Je crois que la grande partie, la situation a été décrite par M. Samutoto. Et il a tracé l'historique de l'Onatel, les difficultés depuis un certain temps, depuis 1990. Depuis 1990, là où les difficultés ont commencé. Mais globalement, si on analyse la situation de l'Onatel, c'est une entreprise vraiment qui est en grande difficulté. D'ailleurs, si on fait une analyse profonde, on comprend mal comment une entreprise peut voir son chiffre d'affaires chuter
de 17 milliards en 2012 jusqu'à un tiers, à plus de 2 tiers, à 5 milliards en 2019. C'est vraiment énorme. Tout cela s'est passé au vu aussi des gestionnaires de cette entreprise. Dans une entreprise, le profit négatif, 3 milliards, 5 milliards, mais les charges administratives continuent à exploser, à augmenter. Quelque part, il y a un problème. Moi, ce que je me dis, qu'une entreprise, telle ou telle autre entreprise ait des difficultés financières, des difficultés liées à son adaptation par rapport à la conjoncture, parce qu'on a subi concurrence avec les histoires de privatisation, avec les histoires depuis longtemps de la libéralisation économique. On ne peut pas être surpris qu'il y ait eu d'autres opérateurs qui sont venus sur le marché de la téléphonie mobile. Pareil, Lonatel garde le monopole sur la téléphonie fixe, même si elle est en perte de vitesse au niveau de la clientèle, mais aussi Lonatel était au niveau d'équipement, de part, il pouvait avoir des subventions du gouvernement pour être relevé, mais ailleurs on le fait. Mais ce qu'on s'en marre, c'est cette une entreprise à petit fait des années aussi de tout le monde, sans toutefois qu'il y ait des mesures de redressement. On parlait des études qui ont été faites en 2012. En 2012. Monsieur Samton nous dit que ça a été mis dans le tiroir. Ça n'a pas été exploité. Aujourd'hui, le secrétaire permanent nous dit encore une étude de redressement. De 2012 à 2015, l'étude de 2012, le chiffre d'affaires en 2012 était environ 17 milliards. Mais on va faire une autre étude de redressement en 2019, alors que le chiffre d'affaires est à 5 milliards, je crois. Donc, tout ce temps, qu'est-ce qui se passe pour qu'une entreprise publique arrive à une telle situation dramatique, alors que toutes les instances qui doivent intervenir, qui savent cette situation conjoncturelle, pourquoi ne pas agir à temps pour stopper la situation? C'est cela qui est gênant en fait. Sinon, une entreprise publique, elle a ses difficultés inhérentes à ce que c'est une entreprise publique, on le sait, l'entrée administrative, problème d'innovation, s'adapter à la concurrence, des fois la corruption, mauvaise gestion, le gonflement des charges administratives. Ce sont des Qu'est-ce que vous voulez dire par gonflement des charges administratives? Gonflement des charges administratives, c'est quoi? Quand une entreprise est publique, des fois on assiste à un pléthore du personnel parce qu'à chaque changement peut-être de régime, à chaque nomination d'un nouveau directeur général, il y a tendance à cadrer les siens. Donc on sait, mais le caractère culturel de gestion d'entreprise publique africaine. Il y a même une entreprise il y a peut-être un livre qui est sorti que j'ai dit l'entreprise publique et la culture africaine. Ça ne se marie pas des fois au niveau de la performance. Donc, mais je dois dire que au-delà de ces difficultés classiques et récurrentes donc, qui caractérisent la gestion des entreprises publiques, comment est-ce que, à partir de l'année de tout ce qui devait intervenir, il y a, pour gérer la gestion d'une entreprise publique, il y a le ministère de tutelle. Quelle est sa responsabilité pendant toute cette période? Si on responsabilisait déjà les ministres de tutelle, le ministère de tutelle, qu'est-ce qu'il a fait? Justement, question de responsabilité. Oui. C'est qui il y a le ministère de tutelle, il y a le conseil d'administration, la compétence de Lonatel. Il y a des institutions comme le SCEP, service des entreprises publiques. C'est un instrument pour suivre régulièrement les entreprises publiques, donner des données, donner son avis, ses conseils pour qu'on commence pour qu'on puisse prendre des mesures à temps avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des comme l'inspection générale de l'État qui paye à chaque année faire ses contrôles, donner des rapports. Pourquoi on en arrive là alors que toute cette panoplie d'intervenants est là sans toutefois prendre des mesures correctives à temps? Les syndicats, des fois, on les entendait crier, ceci et cela. Donc, ça ne marchait pas de tortue au niveau des réformes. Maintenant, peut-on avoir espoir
que le plan de redressement que nous annonce le secrétaire permanent, est-ce que ça sera comme une panacée finalement pour sauver l'ONATEL? Mon analyse, d'abord, se limite à cela parce que votre analyse, le constat est là, l'entreprise est envers même la liquidation. Il y a un endettement qui s'élève à 117 milliards de francs burundais. C'est plus aujourd'hui. C'est plus que ça. C'est plus que ça aujourd'hui. Ouais. C'est juste que donc les 117 milliards constatés en 2019, de 2015 à 2019, 117 milliards, et ça va augmentant. Donc, et curieusement, il y a une masse salariale qui monte de 90 millions à 300 millions. Non, ça c'est une notion qui fait le débat. Ça a été le constat de la ministre. Non, ce n'est pas comme ça. Quand il n'y a pas de recettes, quand le chiffre d'affaires descend, la masse salariale doit monter. C'est par rapport au chiffre d'affaires. Sinon, qu'il soit au recrutement, qu'il soit à l'augmentation des salaires, ça stagne depuis 2015. Mais permettez que je pose la question à M. Faustin de Parsem. Est-ce qu'il y a moyen de redresser la situation, Faustin? Bon, mais en valeur absolue, je crois qu'il n'y a pas proportionnalité entre le niveau des chiffres d'affaires et la montée des charges salariales. Parce que aussi, une étude qui a été faite par l'idée que j'ai pu consulter dans le temps, on voit que quelque part, les charges du personnel pouvaient gonfler. Par exemple, de 2012 à 2015, on quitte 5,2 milliards à 6 milliards. Charge du personnel, 5,2 milliards à 6 milliards. Mais entre-temps, de 2012 à 2015, le chiffre d'affaires, c'est 17 milliards, tombe à 10 milliards. Donc, quelque part, la proactivité dans la gestion, la rationalité, la prise de décision conséquente à une situation d'une entreprise qui commence à arrêter décrescendo par rapport à ses recettes, cette proactivité n'est pas là. Il faut voir comment les mesures, plutôt les décisions sont prises, qu'est-ce qui entrave la prise des mesures, des solutions à temps. C'est parce que même le dysfonctionnement au niveau de la prise de décision peut peser rudement une entreprise. C'est comme un malade qui est là, il tombe malade, vous tardez à aller à l'hôpital, vous tardez à prendre des mesures, mais il peut mourir. C'est comme une entreprise. L'entreprise commence à donner des signaux de difficultés, de mauvaise santé financière. Il faut agir à temps, de façon proactive. Alors, je me dis que quelque part aussi, ce dysfonctionnement des institutions, c'est un problème qui fait que les décisions ne sont pas prises à temps, les décisions idoines ne sont pas recherchées, les gens peut-être continuent à chercher leurs intérêts ici, c'est une entreprise publique, et là alors il n'y a pas de leadership fort pour imposer une trajectoire en tenant compte des conseils d'experts. Comment est-ce qu'on organise une étude et on ne l'exploite pas? Ça, c'est un problème. Mais à moi, c'est la faillite et la difficulté. Ça fait des divergences. Mais il faut des explications. Quand un personnel dit que son entreprise est en faillite, il faut des explications. Je vous dis, par exemple, il y a une dette de plus de 120 milliards. L'ONATEL ne paye pas ses salariés depuis 4 mois. L'ONATEL, c'est la dimension sociale, ne paye pas une SS. Aujourd'hui, 135 millions de dettes, ne paye pas la mutuelle. 135 millions de francs de l'ONATEL, c'est un malade en agonie. C'est comme un malade agonisant. Ses salariés, ça fait 700 millions de dettes à la mutuelle. L'ONATEL ne paye pas le compte courant fiscal. Mes chers amis, c'est ce que je dis. Mais c'est ça, je dis que ce n'est pas en difficulté. Il est en réanimation. Dans le marotte, il peut tomber. Vous parlez de réanimation, faillite, mais le secrétaire permanent au ministère parlait de difficultés. Et si on n'agit pas, il y aura peut-être faillite. Je tiens à rappeler qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la situation financière relativement problématique à l'ONATEL, Office national des télécommunications, cette institution commerciale de téléphonie fixe et mobile de l'État. 3 invités sont avec nous. Faustin Ndikoumana, directeur national de l'ONG Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Prime Samutoto est un des membres du conseil d'entreprise au sein de cette société de l'État, ONATEL, ainsi que
Anissé Nyonguru, il est le secrétaire permanent au ministère de la Communication, des technologies de l'information et des médias. Et justement, Anissé Nyonguru, est-ce que l'audit qui a été commandité par le Premier ministre en novembre 2020 a déjà eu lieu? Oui, l'audit a eu lieu. L'audit a eu lieu, il a dégagé. Et effectivement, les résultats. Oui, les résultats sont là. Les résultats sont là. Il a démontré comment la société, avec le contrat dont je parlais tout à l'heure, avec la société chinoise Huawei, est à l'origine. Avant même ces endettements qui sont d'ailleurs très grands, des endettements d'un niveau, comme vous l'avez entendu, donc de plus de 120 milliards. Moi, je dirais même qu'il y a, après l'étude que j'étais en train de faire, c'est un peu plus que ça. Mais le problème qui a été démontré au niveau de l'audit, c'est le plus grand problème, c'est la gestion de l'ONAMOB, qui devient maintenant un produit, je dirais, budgétivore, dont les frais de fonctionnement doivent provenir d'ailleurs, de telle façon que même les gérants de l'ONATEL peuvent ne pas payer, ne pas rembourser une dette, ou bien se trouvent dans une situation où une dette non remboursée se trouve dans l'augmentation des intérêts. Il y a beaucoup d'intérêts, par exemple, si je vois au niveau de la dette Huawei, il y a plus de 1 155 000 dollars d'intérêts non payés. De la part de Huawei. De la part de Huawei. Et au niveau aussi voilà. Donc ça, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'ONAMOB, et même l'audit le précise, que si l'ONAMOB continue à fonctionner comme un projet budgétivore, donc qui consomme l'argent qui doit venir d'ailleurs. Et ça, ailleurs, là, si le produit ONAMOB pouvait s'autosuffire pour payer, pour fonctionner lui-même, pour fonctionner et pour payer le personnel, et pour contribuer au paiement du personnel, parce qu'il n'y a pas de différenciation au niveau de paiement de salaire entre les travailleurs de l'ONAMOB et les travailleurs de l'ONATEL, donc du projet MAN ou bien de la téléphonie fixe. Il n'y a pas de différenciation. Cela veut dire que tout est mélangé, mais tout ce qui devrait faire fonctionner correctement la grande société ONATEL se trouve en difficulté à cause des intérêts ou des remboursements de crédits. Mais ces crédits qu'on a contractés ne sont pas eux-mêmes productifs. Ne sont pas eux-mêmes productifs. C'est ça le problème. Monsieur le secrétaire permanent, est-ce que le gouvernement prévoit un jour la privatisation de l'ONATEL? Je ne pourrais pas répondre parce que je suis le coordinateur de ceux qui sont en train de faire une étude sur le redressement de l'ONATEL. Et c'est fini d'ailleurs, on va présenter ça au gouvernement. C'est le Conseil des ministres qui va décider selon les propositions que nous allons donner au Conseil des ministres. Il va décider. Et c'est après la décision sur les propositions que le ministère sectoriel aura données que nous allons dire voilà, donc ça sera privatisé. Ça, c'est la décision de la superstructure. Notre ministère propose les différentes voies de sortie de cette crise. C'est pourquoi j'ai dit que... Parmi les propositions, il peut y avoir la privatisation. Je dis que les propositions que nous allons donner, on va en parler après l'acceptation, après l'accord de la superstructure. Maintenant même les propositions, les grandes propositions que nous allons donner, comme ce n'est pas encore arrivé
au niveau du Conseil des ministres, je ne pourrais pas en parler parce qu'on risque de dire voilà, le ministère a proposé ceci. Donc, nos propositions peuvent passer ou ne pas passer selon les considérations de l'aspect social. Est-ce qu'il y a des fonds alloués à l'ONATEL qui proviendraient du budget général de l'État? Cela veut dire, je veux dire que c'est selon l'étude que nous avons menée, l'ONATEL a des fonds ailleurs. L'ONATEL a des fonds dans des banques. L'ONATEL a acheté des actions, différentes actions. De telle façon que nous allons constater que l'ONATEL a, je dirais, environ plus de 40 milliards d'ailleurs, qu'on peut, si le gouvernement autorise à l'ONATEL d'injecter les fonds qui sont ailleurs dans les fonds de redressement, c'est-à-dire que l'État peut injecter peu d'argent par rapport aux fonds existants, mais qui ne sont pas encore recouvrés. Une question pour tout le plateau. À partir de vous-même, Anissé Nyongoulou, est-ce que vous pouvez parler de défis de façon résumée? De façon résumée, les défis, c'est d'abord le fonctionnement budgétivore de l'ONAMOB. Projet ONAMOB. Voilà, donc qui dépense seulement, on récolte rien. Parce que même le peu qui est récolté, ça tombe dans le remboursement d'un crédit. Dans un vide quelque part. Donc c'est budgétivore. Donc l'ONAMOB donc pour ce fonctionnement, l'argent doit provenir de la téléphonie fixe. Et la téléphonie fixe qui aussi n'est pas encore modernisée. Et dans nos projets, nous allons moderniser la téléphonie fixe d'ici quelques mois ou l'année prochaine. Je dirais. Autre défi, c'est le personnel. L'ONATEL dispose d'un personnel vieux, plus que moi. Donc, plus de 60% du personnel de l'ONATEL dépasse les 52-53 ans. Et c'est un personnel qui n'a pas eu la formation permanente pour s'adapter à la nouvelle technologie. Vous voyez? Et beaucoup d'ingénieurs démissionnent pour aller travailler ailleurs. Et nous avons un personnel. Et au cas où la problématique, au cas où ce personnel vieux était remercié, est-ce qu'on peut l'accompagner pour mettre les jeunes, pour recruter les jeunes? Ça, c'est une question sociale qu'on est en train d'étudier pour trouver la solution qu'on va proposer. Permettez que M. Samutoto puisse continuer. C'est justement des défis que vous pourriez constater vous-même. Vous êtes les membres du personnel. Les défis, l'ONAMOB a été le marque bienvenu. Oui, à l'ONATEL. ONAMOB. Parce que la téléphonie mobile est introduite à l'ONATEL comme un petit service dans l'ONATEL, dans son ensemble. Et cet ONAMOB, comme un petit service, se veut être concurrentiel avec les multinationales sur place. C'est impossible. L'autre défi, le gouvernement a donné des avantages au cours des investissements aux sociétés multinationales, mais pas l'ONATEL. Alors, concernant les employés, justement, on a réclamé un plan social pour que le départ volontaire s'accompagne suivant la loi, le code du travail en vigueur. L'autre défi, l'ONATEL doit à son personnel 10 milliards aujourd'hui. À son personnel? Oui. Seul à son personnel, l'ONATEL doit à combien le personnel de l'ONATEL? Il doit son personnel depuis 2015, mais aujourd'hui, le personnel en place, ils sont à 420. Puisqu'on a arrêté le recrutement depuis 2015. Aujourd'hui, nous sommes à 420 et l'ONATEL nous doit 10 milliards. C'est bien compté. 10 milliards. Sans parler de ce que je viens de dire tout à l'heure, à l'INSS, à la mutuelle de la fonction publique. Le personnel de l'ONATEL est en difficulté socialement. Est en difficulté. Il ne se soigne pas, il n'y a pas d'épargne. L'ONATEL les doit de l'argent.
il fait des retenues sur le salaire pour les banques, pour les crédits, il ne rembourse pas. L'EMA, c'est un casse-tête. Comme nous sommes avec le secrétaire permanent au ministère, ils doivent plutôt prévoir dans un délai record un médecin social et un ordinateur pour ne pas se retrouver dans des cas psychologiquement qui tombent malades. S'il advenait que le gouvernement pense à la privatisation de la société? Oui. Non, nous l'avons réclamé. La privatisation? Oui, la privatisation. Depuis la privatisation d'une partie de son capital, quand j'ai dit différencier la libéralisation et la restructuration, ça veut dire ouvrir le capital au privé. Si vous voulez nationaux, ils collectent de l'argent comme des coopératives et ils injectent dans la terre. Mais il y a une condition. L'État burundais, pour qu'il puisse avoir un partenaire sérieux qui puisse l'amener son argent dans la terre, il faut qu'il supporte la dette globale aujourd'hui. L'État doit supporter la dette globale, y compris les licences. Les licences, dans cette dette, ils ne sont pas dedans. Et une licence coûte 2 millions de dollars. Là, on va y arriver. Alors, non, je compte. Un peu. L'État doit supporter la dette actuelle pour que l'ONATER soit en temps neuf. Il y a séparation des réseaux. Ça sera pour les solutions. Permettez que je passe le micro à Faustin Ndikumana de Parcelles pour parler justement de défis. Les défis, je crois que ce que monsieur le secrétaire permanent du ministère vient d'évoquer, que le déficit enregistré par projet ONAMOB, bon, je crois que ça, ce n'est même pas un défi, c'est un constat en fait. C'est la manifestation même de la difficulté de l'ONATER. Parce qu'il faut. Les défis, c'est au niveau des causes. Pourquoi la situation en arrive à ce niveau alors que toutes les mesures devaient être prises pour redresser la situation à temps. Je crois que les défis sur lesquels il faut agir au niveau de l'ONATER, il y a d'abord au niveau externe. Externe, c'est cette concurrence justement. ONATER a subi une concurrence atroce de la part de ces sociétés multinationales dont a évoqué M. Samutot. Et l'ironie du sort même, et il avait financé une société qui devait devenir son concurrent. Sa concurrente à l'époque. Et donc, le fait qu'on livre une entreprise publique à une concurrence atroce, sans toutefois que le gouvernement ait pris aussi des mesures pour permettre à son entreprise de supporter cette concurrence. Là aussi, c'est un manquement qui fait que le déficit supporte même la situation concurrentielle aujourd'hui. Mais même au niveau interne, là aussi, ce n'est pas rose parce que, comme je l'ai dit, là, des défis qu'il faut que j'ai justement à la des entreprises publiques, c'est cette rentrée administrative, des fois, c'est ce problème de manque d'innovation, marketing, pour s'adapter, comme il vient de l'évoquer, donc la nouvelle technologie, et donc rester dans la routine, vous savez, les entreprises publiques, la routine, et des fois cette corruption qu'on constate ici et là, au niveau des passations des marchés. Il y a les ressources humaines, sont le gonflement des charges administratives. Quand une entreprise est en difficulté, comment gérer les ressources humaines en s'adaptant à la situation dans laquelle l'entreprise se trouve. Il y a aussi le leadership, au niveau du leadership. Et comment les directeurs sont nommés. Est-ce qu'on voit ce professionnalisme? Les membres des conseils d'administration sont-ils vraiment des personnalités compétentes pour permettre à donner de la valeur ajoutée au niveau du suivi de la gestion des entreprises? Là où c'est un problème, on voit comment dans plusieurs entreprises publiques, les membres des conseils d'administration, est-ce qu'ils ont vraiment des compétences requises pour donner des conseils régulièrement? Je dis que des fois, les membres du conseil d'administration, en fait, je ne dis pas, mais ça c'est un défi, on constate. Les membres, les présidents du conseil d'administration, des fois, ils n'ont pas une compétence requise pour suivre la gestion, la meilleure gestion quotidienne de les entreprises. Des fois, ce sont des nominations politiques, c'est ce que je dois dire. On ne peut pas repasser et on ne peut pas passer à côté. Donc, même au niveau du leadership, parce que même ces entreprises dans les pays développés, dans les pays bien expérimentés,
on analyse aussi un leadership pour sauver les entreprises publiques. Quel est le leadership qui serait adapté pour sauver une entreprise publique? Sont-ils des professionnels? Sont-ils des gens qui ont de l'expérience dans la gestion, dans la prise de décision? Et tout cela compte, le leadership d'une entreprise. Ça, c'est au niveau interne pour faire face justement à cette situation conjoncturelle. Et quand je dis le leadership, alors, il y a le leadership quotidien, la responsabilité d'administration, mais c'est tout ce système de contrôle de l'État qui semble être paralysé. On demande qu'est-ce que le SCIP a déjà fait. Si on a le secrétaire permanent, on l'a fermé. Bon, ok. Quelle serait la situation selon vous pour les autres sociétés commerciales publiques? Nous parlons bien entendu de Lonatel. Bon, même si... Mais il n'y a pas que Lonatel, peut-être. Il n'y a pas que Lonatel, même si Lonatel enregistre de très basses performances, et à la même jusqu'à la faillite, bien d'autres entreprises publiques aussi, les mêmes difficultés, on les voit. Quand on parle des fois, Régie des eaux, Sosumo, des fois les mêmes difficultés, au Traco, les mêmes difficultés. Il y a des difficultés similaires qui sont liées justement à cette problématique de la gestion, du leadership de ces entreprises et du suivi de la réalité des entreprises au niveau quotidien pour prendre des mesures à temps. Et revenons justement à Lonatel pour parler de propositions de solutions en vue de surmonter ces défis pour l'intérêt, nous l'avons dit, et de Lonatel et des employés, mais aussi pour l'État burundais. Faustin? Pardon? Des propositions de solutions. Proposition de solutions. Et je dois dire que la proposition de solution, d'abord, il y a Lonatel. Trois voies s'offrent d'abord. Il faut y avoir une liquidation pure et simple. Il faut y avoir une liquidation avec réserve de créer une autre entreprise. Liquidation, et quel sera le sort des employés? Bon, je dis les trois voies qui s'offrent au van, mais à ce que je sache, dans d'autres situations, trois voies s'offrent. Il y a la liquidation pure et simple, il y a une liquidation, mais avec réserve de créer une autre entreprise directe qui va vraiment capitaliser cette expérience, cet équipement de Lonatel, ou bien privatiser, chercher quelqu'un et donc je dirais donc élargir la structure du capital pour permettre au privé d'apporter de nouveaux capitaux. Et dans ce cas, alors, il faut qu'il y ait aussi quelqu'un qui un grand preneur qui voit qu'une fois il injecte son argent, il pourra alors avoir de la rentabilité de cet argent. Donc à ce niveau alors, si le gouvernement, si quelqu'un amène de l'argent, on augmente le capital, le gouvernement injecte de l'argent, des liquidités pour sauver un affaire, là, on va analyser au niveau technique. Est-ce que l'expertise, la gestion, comment est-ce qu'elle sera modernisée pour faire face à cette situation? L'expertise, la gestion, le leadership. Est-ce qu'on va chercher des directeurs professionnels, des directeurs généraux par concurrence, plutôt par concours, ou bien on continuera à nommer comme on le fait classique dans les nominations postes politiques? Et vous savez, ici, on voit des fois des gens, suite au poste antérieur qu'ils ont occupé, on les bombarde des postes de direction des entreprises, alors qu'au niveau technique, ils n'ont jamais fait preuve d'expérience par rapport à ça. Ça, ce sont des questions qu'il faut évoquer. Alors, à notre niveau, alors, je termine. C'est justement aussi la lutte contre la corruption dans les entreprises publiques. C'est aussi le détournement, frapper fort, l'impunité. La gestion doit être vraiment aussi performante en évitant toute forme de détournement. Alors, introduire les outils de gestion classiques comme le plan stratégique, les plans d'action pluriannuels, les manuels de procédures, les cahiers des charges. Donc, une gestion vraiment performante pour la rentabilisation des capitaux qui seraient investis. Prime Samutoto, un des membres du conseil d'entreprise de la société Lonatel. À vous le micro, Prime Samutoto. Les solutions, parmi les solutions urgentes, il faut que vraiment le prochain conseil des ministres prenne des décisions, les vraies décisions, et qui soient mises en œuvre. Dans l'urgence. Dans l'urgence. Il y a longtemps,
on prend des décisions et on hésite de les mettre en place. de Déjà en 2018, le 21 novembre, le deuxième vice-président met en place une équipe multisectorielle. Ils ont donné un rapport comment essayer de redresser le Donatel. Entre autres propositions, il serait souhaitable que le gouvernement mette en place un comité de pilotage transitoire entre le redressement et naturellement, Alors, oui. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait 2018. pas. Il y a un document de rapport Ça ne s'est pas fait. d'une équipe C'est multisectorielle. proposition de- Ça n'a pas été fait. Entre autres solutions que cette équipe de pilotage pouvait faire d'urgence, il y a une décision de séparer les réseaux fixes et mobiles, puisque le mobile est venu grimper sur les recettes de la téléphonie fixe. Donc il faut le On a supprimer. Non, séparer les réseaux, C'est pas. on donne les structures Oui. clairement séparées, même les directions. On a MOB. Si le mobile n'est plus fixe. rentable, Si le il faut mobile le n'est plus supprimer. rentable, il On faut le le supprime. les séparer et voir comment les redresser séparément. Oui, oui. séparément. Puisque on a mis en place le mobile, on a dit les recettes seront versées sur un compte séquestre que l'on n'a pas droit Oui, de regard de regard. sans donner le budget de dépenses d'exploitation. Oui. Les dépenses d'exploitation est retiré sur les autres comptes de la téléphonie fixe, ce qui donne un problème. Deuxième chose, je l'ai dit, le gouvernement doit vraiment prendre une décision pour supporter la dette à l'État actuellement, pour qu'il Les 120 milliards. puisse s'intéresser La dette qui s'élève à plus de 150 milliards. Ah là là. 150 milliards de francs burundais Oui, aujourd'hui. aujourd'hui. Un Que dixième que des le recettes. gouvernement supporte la dette. Qu'il supporte la dette pour qu'il puisse s'intéresser aux futurs partenaires qui puissent venir s'intéresser à prendre un terre. 150 milliards, c'est un dixième des recettes. Espérons. Autre que- chose, le valoriser correctement le patrimoine. Le patrimoine de l'Onatel, il n'est pas réellement valorisé. Oui. Il y a les terrains, il y a les pylônes, il y a quoi tant. Le valoriser et donner la valeur correcte. Sinon, il n'est pas donné. Autre chose, en créant le comité de pilotage, il faut décharger la direction actuelle de certaines fonctions, comme on l'a fait dans la fusion Air Burundi Sobgeya. Et ce comité de pilotage, il va prendre un train de travail parallèlement avec cette direction et aboutir à un plan de redressement. Sinon, on laisse la direction comme il est, il ne paye pas le personnel et il trouve des ressources à eux sans payer le personnel. On revoit quelque part. Autre chose, pour la dernière fois, comme l'Onatel a donné 800 000 $ en 2008 à la création de BBS pour la fibre optique, comme on dit, Fibre optique, oui. le personnel de l'Onatel réclame la fusion de BBS et Onatel fixe pour qu'il soit une seule société pour l'exploitation de la téléphonie fixe. Le mobile, c'est autre chose. Mais pour ce qui est le fixe, la voix et l'Internet, nous proposons que les 800 millions de $ de 2008 qui sont dans BBS soient traduits à la fusion comme part de l'Onatel dans BBS. Onatel fusionné pour exploiter la téléphonie fixe et la voix Internet. Est-ce que vous avez entendu ces doléances, monsieur le secrétaire permanent à Voilà. l'ICE? Oui, j'ai Est-ce que entendu, vous j'ai pouvez entendu en ces dire doléances. quelque chose? J'ai entendu ces doléances. Je pense que, comme je l'ai dit avant, il y a ce projet budgétivore qui s'appelle ONAMOB, qui doit être géré d'une manière intelligente. Parce que les plus de 100 milliards qui sont des crédits, donc qui sont un crédit de l'Onatel en général, proviennent en grande partie à ce projet-là. Donc, c'est ça qu'il faut gérer avec une grande intelligence. Même si on le liquidait et qu'on n'a pas prévu comment gérer ces dettes, ça reste une grande charge pour l'État. Donc, voilà. Donc, pour la question de la téléphonie fixe, il faut la moderniser. Et parce que, où j'ai vécu en Europe, les téléphones mobiles, c'est pour tout le monde, même les petits-enfants. Mais le téléphone fixe est resté toujours présent dans les ménages. Donc, il faut le moderniser
pour qu'il soit aussi présent dans les ménages au Burundi. Ça, c'est parmi les propositions après l'étude que nous allons proposer à la superstructure. Et aussi, ce dont il vient parler en rapport avec BBS et le projet MAN, donc le projet de... Il y a un projet MAN, donc le projet de... le réseau métropolitain exploité par Onatel pour la distribution de l'Internet via les fibres optiques dans les villes. À Bujumbura, on pensait qu'il doit y avoir une extension vers Gitega et Ngozi qui se trouve dans le plan d'action de cette année. Et je pense que si la fusion entre BBS et le projet MAN de l'Onatel, ça serait important parce que les deux sont des sociétés de l'État, mais qui se concurrencent d'une manière ou d'une autre. BBS vend en gros et en détail. MAN veut vendre les détails. Alors vous voyez, ce sont deux sociétés de l'État qui se concurrencent et on aimerait éviter cette concurrence. Et faire, voilà, éviter cette concurrence. Ça serait aussi bénéfique pour l'État. Parce que l'État ne peut pas. L'État ne peut pas. En 2008, $800,000. Alors, le reste, il y a le plan social. Le plan social. Est-ce que le gouvernement peut supporter la dette de l'Onatel aujourd'hui? Je ne sais pas, ça sera une décision. Ça sera une décision de la superstructure. Je ne pourrais pas décider à leur place, à la place du Conseil des ministres. Mais je pense que les propositions chiffrées, avec des données chiffrées, vont être données au gouvernement pour prendre des décisions en conséquence. À la superstructure, pour donner et pour prendre des décisions en conséquence. Et je pense que mon pressentiment, c'est que l'État du Burundi ne va pas céder, ne va pas laisser tomber l'Onatel. La société qui a le monopole de la téléphonie fixe ne va pas être laissée comme ça. Et dans le développement intégral du Burundi, tel que le dit toujours le président de la République, je pense que l'Onatel se trouve parmi les sociétés qui vont remonter, qui vont redonner de l'énergie aux travailleurs et à la société burundaise. Donc, vous tranquillisez, en un mot. En un mot, jusqu'à la décision du Conseil des ministres, je tranquillise. Et nous disons merci à vous, Anissé Nyonghuru. Vous êtes le secrétaire permanent au ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias. Merci d'avoir participé à cette émission et merci de votre contribution. Merci beaucoup. Merci à vous, Prime Samutoto. Vous êtes un des membres du conseil d'entreprise au sein de la société paraétatique, société publique à caractère commercial, Onatel. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission. Merci aussi. Vous avez un rôle à jouer dans la société. Merci, Faustin Dikoumana. Je tiens à rappeler que vous êtes le directeur national de l'ONG Parsem, Paroles et Actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Merci d'être venu et merci pour la contribution à cette émission Mosaïque. Merci de l'invitation. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Nous étions en train de parler de la situation financière qui prévaut à l'Onatel, Office national des télécommunications. Une situation inquiétante pour les uns, mais le ministère de tutelle, vous l'avez entendu, tranquillise. Il tranquillise tout de même. À la présentation, vous étiez avec Léonce Bitaliho. Merci à tous et tous de nous avoir suivis. Et restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.